Bienvenue, cher client, dans ce lieu mystique et rempli d'énigmes. Si vous cherchez des objets anciens, chargés d'histoires étranges, vous êtes au bon endroit. Tiens donc, vous seriez intéressé par cet ancien magnétophone à bande magnétique. Je sais, son prix est un peu élevé, mais ce qui est intéressant ici n'est pas l'appareil en lui-même, mais plutôt l'enregistrement qu'il contient. Cet appareil que vous tenez entre les mains a été le témoin clé d'une affaire de hantise et de fantômes. Celui-ci a enregistré dans les années 80 un son si particulier que les experts eux-mêmes n'ont pas réussi à l'identifier. Asseyez-vous, je vous en prie, que nous discutions quelques minutes, car, avant d'écouter cet enregistrement, je vais vous raconter l'histoire du lieu où celui-ci fut réalisé. Notre histoire nous plonge en plein cœur de la campagne française, plus précisément dans un petit village de l'Allier. Bienvenue à Vos. C'est ici, dans ce tout petit village, que Charlemagne fit construire en l'an 808 un château en lieu et place d'une ancienne fortification de bois. Ce château fut édifié pour son fils, Louis le Debonnaire. Sa position stratégique au sommet d'un pic rocheux marquait les frontières du royaume d'Aquitaine avec celles des provinces d'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais. Des travaux d'agrandissement auront lieu au XIe et XIIIe siècle, dictés par la maison de Bourbon. Une fois ces travaux terminés, l'édifice comportera pas moins de 100 pièces, 5 tours, tout ceci sur une superficie de 10 000 m². De par ses multiples agrandissements, le château possède désormais une architecture bien particulière. Certaines parties, comme les remparts et les tours, reflètent l'ère médiévale, tandis que d'autres furent construites sous un style bien plus contemporain, Renaissance et moderne. Tous ces styles architecturaux pour un même lieu font du château de Vos une curiosité à regarder. En 1523, après la mort de son propriétaire, le château est directement rattaché à la couronne de France. En 1692, le site sera restitué à Michel de Cadier, seigneur de Saint-Augustin, avec l'ensemble du domaine, à savoir la tuilerie, les moulins, les bois et, bien entendu, les droits seigneuriaux attachés au lieu. Michel de Cadier rendra hommage à Louis XIV, qui lui conférera les droits héréditaires sur le titre. À la mort de Michel de Cadier, c'est son fils, François-Claude, qui succédera à son père. À son tour, il rendra hommage à la monarchie et à son roi, Louis XVI, le 11 octobre 1776. En 1793, François de Cadier sera déclaré suspect pendant la Terreur et sera fait prisonnier. Il sera enfermé dans la tour mal coiffée, dénommée ainsi car son toit s'était écroulé quelques années plus tôt, et mourra en ce lieu. Ses biens seront saisis, mis sous séquestre et vendus. Son fils, André Amable de Cadier, rachètera le château de Vos en 1814, mais mourra à son tour quelques années plus tard à Paris, le 13 mars 1834. Le château de Vos sera ainsi abandonné et inoccupé. De grandes parties du lieu seront démontées pour que les pierres puissent être utilisées à la construction de maisons ou de fermes. Le château de Vos est alors en ruine. La végétation reprend peu à peu ses droits sur le lieu. C'est dans ces conditions que Charles-Eugène de Cadier, en 1841, prend connaissance de cette propriété lui appartenant par héritage. Il fera appel à l'architecte Hippolyte Durand, éternel rival de Viollet-le-Duc, pour restaurer l'édifice. Hippolyte Durand n'en est pas à son coup d'essai, car à cette époque-là, il avait déjà dessiné et fait construire des lieux devenus mythiques, comme la basilique de Lourdes ou le château de Monte Cristo. Son objectif pour ce château est simple, montrer la continuité de la vie à travers les siècles. Contrairement à de nombreux édifices de la même époque,
Durand souhaite garder les architectures du passé. Il commencera par effectuer un travail d'archéologue, cherchant à comprendre l'architecture médiévale, l'organisation de la place forte, démolissant les bâtiments annexes, récupérant les pierres manquantes pour enfin restaurer la trajectoire historique de la forteresse. Il restaurera ainsi l'image du passé, constituant 3 versants à ce nouvel édifice. Le versant féodal, le versant médiéval et enfin le versant moderne. Il redonnera au château ses moments de gloire et d'apogée en reconstruisant à l'identique les tours, les donjons et le chemin de ronde couvert. En 1973, le fils d'André Amable de Cadier, Eugène, sera contraint de vendre le château par manque de moyens financiers pour l'entretenir. Il sera acheté par Ephraim Tagori de la Tour, un curieux personnage. Ingénieur en armement et officier de l'armée britannique, ce vétéran de la bataille de Stalingrad né à Jérusalem voue un engouement pour les phénomènes paranormaux dans les lieux historiques. Et c'est pour cela qu'il se prête acquéreur de ce lieu. Une sombre histoire de fantôme, dénommée Lucie, déambulant parfois la nuit dans le chemin de ronde. Et c'est bien cette histoire qui nous intéresse également aujourd'hui. Lucie. Qui était-elle ? Pour cela, nous devons remonter un peu dans le temps et faire connaissance d'un autre personnage. Guy de Daillon, seigneur et baron de Vos. En 1559, ce chevalier des ordres du roi épouse Jacqueline de Lafayette. Mais à peine quelques mois plus tard, une jeune fille de 18 ans se présente au château. Lucie. Cette fille est la descendante d'une famille noble, mais totalement ruinée. Lucie est très belle et elle le sait. C'est Guy de Daillon lui-même qui l'accueillera et il tombera immédiatement sous le charme de la jeune femme. Il l'embauchera comme servante. Lucie deviendra très rapidement la maîtresse du châtelain et au retour de la chasse, Guy de Daillon, totalement fou amoureux de la jeune fille, lui offrira ses plus beaux trophées. Son épouse légitime, délaissée depuis quelque temps par son mari, se rend rapidement compte de la situation. Mais malheureusement, elle ne peut rien faire. Elle est certes mariée à Guy, mais il reste le maître dans le château. Il fallait prendre son mal en patience, mais se jura de se venger dès qu'elle en aurait l'occasion. Et l'occasion se présentait plus rapidement que prévu. En effet, en ces temps-là, les chevaliers et autres seigneurs passaient beaucoup de temps sur les champs de bataille pour le compte de leur roi. Et durant ces longues absences, c'étaient les femmes qui prenaient le commandement et les responsabilités du château. Son mari et ses soldats venaient à peine de disparaître au détour de la forêt que la jalousie de Jacqueline de Lafayette put enfin s'exprimer. En cette période, les barons de Vos, comme leurs congénères, avaient le droit de basse, moyenne et haute justice sur leur peuple. Et tout était prévu au château. La prison était installée dans la tour mal coiffée. La prison comptait 3 cellules sur 3 niveaux. La plus haute était réservée aux peines légères. Au rez-de-chaussée étaient enfermés les prisonniers présents pour plusieurs années. Et enfin, au sous-sol, on pouvait trouver la dernière cellule. Les prisonniers qui étaient enfermés dans celle-ci avaient que très peu de chances de revoir la lumière du jour. Son accès se faisait par une petite trappe au plafond où l'on descendait les prisonniers par une corde. Lucie fut enfermée dans la geôle du premier étage. Jacqueline de Lafayette fit relâcher les prisonniers qui s'y trouvaient pour l'isoler complètement du reste du monde. Sa seule visite serait la sienne. Ainsi, la maîtresse du château pourrait venir la visiter quand elle le souhaitait, la narguer et l'insulter copieusement. La cellule n'était pas isolée ni chauffée et le froid de la nuit succédait souvent le jour au vent, à l'humidité ou à la chaleur de l'été. On lui apportait comme nourriture juste de quoi ne pas mourir. Ainsi traitée, Lucie n'eut peut tenir que peu de temps. Quelques semaines après son emprisonnement, elle mourut de faim, de froid et peut-être même de terreur, une nuit de pleine lune, au beau milieu de l'automne. Ce soir-là, les habitants du village voisin virent apparaître une forme rayonnante, assise sur les créneaux de la tour mal coiffée. Ce fut la première apparition de ce que l'on appellera plus tard la Dame Blanche de Vos. La baronne de Lafayette jeta le corps de la malheureuse dans les oubliettes de la tour en 1560. Le fantôme de Lucie réapparaîtra de nombreuses fois, déambulant les soirs de pleine lune aux alentours de minuit, dans la salle de garde de la tour de l'horloge,
et sur le chemin de ronde. Le fantôme de Lucie déambulerait encore dans ce lieu, rappelant à ceux qui la voient qu'une jeune petite effrontée opportuniste avait très chèrement payé sa croyance en l'amour miracle. Le baron Amable de Blic racontera dans une lettre écrite au XVIIe siècle avoir vu et entendu sangloter une silhouette lumineuse féminine. Le curé de la paroisse avait noté au XIXe siècle qu'un valet d'écurie, Denis Vincent, avait vu sa torche éteinte et senti une force inconnue le plaquer contre un mur avant d'observer le passage d'une silhouette lumineuse de femme. En 1963, un psychiatre accompagné de son chien se promena en pleine nuit sur le chemin de ronde. Son chien se mit à hurler et, sur le mur, il discerna une forme lumineuse. En 1967, John McCain, un radiesthésiste écossais, racontera qu'il avait observé un étrange phénomène entre minuit et 1h du matin. En 1971, un touriste chilien qui séjournait au château prétendit avoir entendu des bruits qu'il qualifia de toutes sortes de gémissements. Et c'est ainsi, en 1973, que nous retrouvons Ephraim Tagori de la Tour. Celui-ci sera le témoin de ces phénomènes durant de nombreuses années. Écoutez plutôt ce qu'il disait durant les années 1970 à un journaliste d'Antenne 2 venu l'interroger. Monsieur Tagori de la Tour, vous l'avez croisé souvent, Lucie ? Tant de temps. Quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me promène dans mon château, je rencontre Lucie. À quoi elle ressemble ? De commencement, si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après, quelquefois, on peut bien se rendre compte que ce sont des coutures, des visages, ce sont de certaines traits humaines. Et normalement, c'est pas lumière, mais c'est une créature lumineuse. La première fois que vous l'avez vue, Lucie, vous-même, qu'est-ce que ça vous a fait ? Vous savez, je ne me rappelle pas bien parce que c'est tellement longtemps. Vous savez, peut-être, je ne sais pas quelle année. Mais je sais, vous savez, toute ma vie, je savais très bien que Lucie existe. Et je ne me rappelle pas la première fois voir Lucie. Dans les années 1980, le château de Vos attira de nombreux journalistes. Plusieurs reportages furent réalisés sur ce lieu et son histoire de fantôme. Antenne 2, TF1, France 3 et beaucoup de journaux locaux ou nationaux se succédèrent pour observer, entendre ou capturer un phénomène. Mais rien ne se passait. Et pourtant, dans la nuit du 8 au 9 août 1984, le journaliste Jean-Yves Casga, animateur de France Inter de l'émission Boulevard de l'étrange et collaborant avec l'émission Contre-enquête de TF1, vint à son tour sur les lieux. Son but était d'essayer de démystifier ces phénomènes et cette histoire. Et c'est justement cela qui est présent sur la bande magnétique de votre magnétophone. L'enregistrement original et sans coupure de cette nuit d'angoisse. Durant la journée du 8 août, les techniciens placèrent 12 micros au total dans le long couloir qui servait de chemin de ronde, le lieu précis où les témoins parlaient d'apparitions. Et le soir même, la petite équipe s'installa à proximité du chemin de ronde. L'équipe était composée de Jean-Yves Casga, animateur de France Inter, d'Anne Hoang, responsable des programmes de TF1, de Raymond Réan, médium, et de sa petite fille de 10 ans, Aurore. Enfin, les deux ingénieurs du son, Jean-Michel Coqui et Christian Rose. Peu avant minuit, les témoins virent apparaître un point lumineux sur le chemin de ronde. Cette lueur disparaissait et réapparaissait jamais au même endroit. La lumière semblait sortir des murs, flotter dans les airs et ne posséder aucune source. De plus, elle n'éclairait rien autour d'elle. 4 photos furent prises ce soir-là, montrant une forme blanche et nébuleuse, ressemblant étrangement à une silhouette. Mais ce n'est pas cela qui est le plus troublant. Alors que l'équipe était toujours en place et regardait cette étrange apparition, les ingénieurs du son présents au rez-de-chaussée du château captèrent un son étrange et terrifiant dans leur micro. Les 12, l'un après l'autre. Le son semblait se déplacer dans le chemin de ronde à la même vitesse que l'apparition visuelle.
De nombreux experts se penchèrent sur cet enregistrement sans jamais pouvoir donner de réponse. Les ingénieurs du son se rapprochèrent du constructeur des micros, mais ceux-ci n'avaient jamais entendu un tel son et ne purent, malgré leurs nombreuses tentatives, le reproduire. Je vous propose désormais d'écouter l'enregistrement de cette soirée. Ce que vous entendrez après les 12 coups de minuit sont les discussions des membres de l'équipe présentes ce soir-là. Le son étrange, lui, sera entendu à la toute fin de l'enregistrement, mettant un terme à l'investigation de France Inter. L'ingénieur du son, craignant d'endommager son matériel, coupa les micros. Ce que vous allez entendre maintenant est l'enregistrement original et dure 18 minutes. Il n'a pas été coupé, nettoyé et, bien entendu, aucun trucage n'a été apporté à cet enregistrement. Près de la fenêtre, il y a quelque chose. Sur la gauche. Oui, qu'est-ce qu'il voit? Personne ne voit? Moi, je vois. C'est quelle fenêtre? C'est là. Cette fenêtre-là. C'est face à toi. Face à toi. Non, non. Laisse venir. Ouais, ça avance sur la gauche encore. Qu'est-ce qu'il a voit? Personne? Plus maintenant. Non. Ça s'allume, ça s'éteint. Oui. Oui. Ça se dépasse, c'est un peu plus sur la gauche encore. Oui. C'est plus loin. C'est faible, hein? Ça s'agrandit. Oh, ça va augmenter l'intensité d'un seul coup. Vous avez vu? Là, c'est vrai. Oui. Tu le vois? Ça prend de l'intensité, là. Ah oui. Là. Ah, on le voit bien, là. Oui. Ça va certainement prendre de l'ampleur. On voit des petits points qui circulent autour. Oh là, elle s'est approchée, hein?
Ah, mais c'est dingue. Vous l'avez vu? Ah oui, s'approcher, oui. Oui. Tu l'as pas. Là, c'est toi, merci. Elle n'arrive pas à tenir longtemps sa luminosité. On la libère. Bébé, elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Ouais, ça va. J'ai peur. Non, pas peur. Elle est à côté de moi. Non, elle n'est pas à côté. Elle est sur le mur. Mais non, elle est sur le mur, je te dis. Et ta sonne. C'est qui devant? Où devant? Là. Où? C'est non qui m'emmerde. Non, elle est tout à fait sur la gauche de la fenêtre, là-bas, le long du mur. Tu la vois maintenant? Oui. Elle viendrait pas te faire peur. Elle est trop gentille pour ça. Elle s'en va vers la porte. Où elle est maintenant? Elle s'engage dans le couloir. On n'est pas peur. Elle est dans l'encombrement de la porte. Ils doivent commencer à la voir à l'autre bout là-bas. C'est à côté. Je vois pas. On pourrait peut-être la suivre. Hein. Lucie. Elle est là. Là. Il faut pas se trouver dans l'axe de la caméra qui puisse la prendre. Elle est là. Viens. On s'approche. Viens, j'ai pas Qu'est-ce que c'est là? Comment? peur. J'ai pas peur. Non, il faut pas aller plus loin que là pour pas être dans l'axe de la caméra. Non, ce qu'on va faire, on va s'approcher du mur, peut-être sur la gauche. Comme ça, on verra ce qui se passe. Parce qu'il y a plus dans la pièce. Là. Elle est partie. Elle doit être visible certainement dans le couloir ou là-bas à l'autre bout. On va voir les impressions des autres. Qui est-ce qui est à l'autre bout du couloir? Mais le baron et l'équipe. Il y est? Oui. Ah oui. C'est dommage qu'on ne peut pas savoir l'heure qu'il est. Ah, c'est pas là. Si, il me semble. Ah oui, bon, c'est Là. Oui, Là. si, oui, non, c'est facile. Chut, tais-toi. Parce qu'on va voir si... Ça serait intéressant de voir si au moment où nous a lâché, si il va apparaître là-bas à l'autre bout. Viens. Je veux y aller. Elle approche, hein. Vous l'avez vu? Ouais. Passe. Oh, elle est blanche. Elle est blanche. Oh, elle est presque à la porte. Pas la première, pas la première, la deuxième. C'est ce que je vois.
Vous l'avez vu là? Oh merde alors. J'ai jamais vu ça. Regarde. Elle va faire apparaître son corps. Regarde. Voilà, elle était forte, hein? Oh, dis donc. Elle fait des efforts quand même pour se montrer. On n'a pas le temps d'appuyer sur le... Merde. Oh là là. Non mais dis pas. Regardez ça. On est là. Sa silhouette. Non. Tu crois que c'est elle? C'est vraiment elle. On verra sur les photos. Oh, regarde. Il y a peut-être eux qui font des jeux de lumière là-bas, je crois aussi. Hein. Oui, je crois là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Si. C'est trop. Là, c'est trop. C'est pas régulier pour les jeux de lumière. Ouais, c'est bizarre quand même. Non, on a vu la lueur. Oui, parce que Pas possible. les lueurs qui sont plus pâles, ils peuvent pas faire des dégradés de lumière. Regarde là-bas. Tu vois? Oui, on la revoit à nouveau. Et là, c'est pas une lumière, c'est bien une lueur. Sinon, ça serait la pièce entière. Mhm. Regarde. On la voit bien. Oh, c'est trop. Faut qu'elle se manifeste autrement alors, j'ai pu. On voudrait bien qu'elle prenne forme maintenant. Lucie. Prends forme. Oh là là, elle approche. Regarde. Oh, elle approche. Elle est presque à la porte. Oh, regarde. Maintenant, il faudrait qu'elle s'illumine un peu qu'on le voit mieux. Fantastique. Pas de gentil avec nous quand même. Hein. Ouais. Très gentille. Hein. C'est à lui surtout. Il s'est manifesté parce qu'on a parlé d'elle. Et veut qu'on la voie. Tiens, Elle essaye le plus possible. parce qu'elle dépense de l'énergie pour ça. Regarde, t'as vu? Presque à la porte.
difficulté à s'allumer. Ouais, elle essaye. Regarde, elle essaye. Oh, ça fait des lueurs beaucoup, très très pâles. Elle essaye le plus Ouais, possible. ça marche. Très bien. Elle ressent toute son énergie là. Elle ressent toute son énergie. Non, ça va. Toi, j'ai pas peur. Regarde la lueur, on la revoit. Oui. Elle est au fond. Ils doivent bien la voir. C'est cool. Ça me calme. On va repasser la porte. Ouais, voilà, on la voit bien. Voilà le. T'as vu? J'ai l'impression que j'ai vu la partie de son corps. Une partie de son corps, j'ai vu. Ouais, j'ai vu son bras. Regarde. C'est pas bon ça, là. Ah, voilà, vous avez vu? Toi, vois. Regarde. Elle est proche là. Elle est proche. T'as vu? Elle essaye. Elle fait des efforts. Jean-Yves Casga dira par la suite que ce fut la première et la seule fois de sa carrière qu'il fut témoin d'un événement incompréhensible. Son émission avait pour but de démystifier les phénomènes paranormaux à travers le monde. Mais ce jour-là, c'est le contraire qui se produisit. Tagorie de la Tour est décédé en 1998. Son épouse et leur fille déménagèrent à Versailles. Le château de Vos fut racheté en 2002 par Elisabeth Mincer. Elle affirmera n'avoir jamais rien vu ou entendu dans ces lieux. Celui-ci est de nouveau mis en vente depuis le mois de juillet 2023. Vous venez d'entendre une histoire pour le moins troublante. Il s'agit d'un des rares cas aussi bien documentés et l'enregistrement nous laisse encore plus perplexes aujourd'hui. Celui-ci est régulièrement étudié pour essayer de le démystifier, mais à l'heure actuelle, mis à part des théories sur une possible explication, aucune preuve n'a été apportée et personne n'a encore réussi à reproduire ce son. Je vous remercie pour votre achat, mais je vous conseillerais de ne pas détruire ou effacer cette bande magnétique. Qui sait, celle-ci nous conduira peut-être un jour à la vérité.
Pour les plus curieux d'entre vous qui souhaiteraient en connaître davantage sur cette étrange histoire, de très nombreuses vidéos sont présentes sur YouTube. Vous trouverez de nombreux reportages ou de nombreuses enquêtes dans ces lieux, les propriétaires n'étant pas totalement fermés à cette histoire. Si vous êtes un jour dans la région, sachez que le château se situe à une 40aine de kilomètres de Vichy et que les parcs sont visitables tous les jours de 11h à 17h. Le château étant une propriété privée, celui-ci ne peut être visité de l'intérieur. Mais justement, regardez les vidéos présentes sur YouTube si vous voulez savoir à quoi cela ressemble. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement, dans quelques jours, pour un hors-série exceptionnel sur l'histoire vraie qui a inspiré le film L'Exorciste, suivi quelques jours plus tard par une émission animée par les membres de l'équipe de la Boutique de l'étrange. Nous allons y discuter et débattre sur l'histoire vraie qui a inspiré donc le film, explorer les différentes théories, qu'elles soient médicales ou non. Nous allons également parler et discuter du film ainsi que du second qui est actuellement à l'affiche au cinéma. Vous aurez avec cette émission également la possibilité de mettre un prénom sur les voix que vous entendez de temps en temps dans les numéros de la Boutique de l'étrange. Nous espérons que ceci vous aura plu et nous vous disons à très bientôt.